Bonjour à tous, parlons placement. Chaque mois, on fait le point sur l'actualité des placements avec l'équipe de bienprévoir.fr. On va aujourd'hui s'intéresser au marché financier, comment essayer d'en profiter encore et après une hausse spectaculaire, plus 22% depuis le début de l'année, est-ce qu'il y a encore des choses à gratter? On va s'intéresser au placement court terme, garantie en capital. Il y a ceux qui s'intéressent à la bourse et puis il y a ceux qui veulent un peu plus de prudence. Et on verra qu'il y a peut-être des astuces à côté desquelles il ne faut pas passer. Et puis, on fera un point sur le fonds Minéral Patrimoine en fin d'émission, ce qui nous ramènera également à ce thème de la bourse et comment en profiter après cette hausse sur les 3 mois. Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour. On va parler donc de cette hausse, 23% en 3 mois, enfin entre 22 et 23, ça bouge tout le temps. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, surtout 8% de hausse. Oui, c'est considérable. L'effet Draghi, probablement. Depuis qu'on s'est vu, Draghi a acheté 60 milliards de dettes quand même sur les marchés financiers, excusez du peu, c'est pas rien. Il y a eu un effet très fort sur les taux ont beaucoup baissé, ils ont continué à baisser, par anticipation ils avaient baissé, ils ont continué à baisser. La France, vous avez vu, a emprunté à 0,46 à 10 ans. L'Allemagne est presque négative. L'Allemagne est presque négative, jusqu'à 7 ans elle est négative, à 10 ans elle est presque, elle n'est pas loin. Cet effet est très fort sur les taux d'intérêt, sur l'euro. L'euro a continué à baisser. Par anticipation, l'euro avait déjà baissé beaucoup. Ouais. Et donc, il faut trouver d'autres placements. Les marchés se sont tournés vers les actions qui rapportent plus que les obligations, qui ne rapportent plus rien aujourd'hui. Et pourtant, la question que tout le monde se pose, après une hausse de plus de 20% depuis le début de l'année, est-ce que la Fed peut continuer ou est-ce qu'il est temps de sortir, de prendre un peu de recul? Bien, d'abord, on a parlé de l'alignement des planètes. Vous vous souvenez la dernière fois? Absolument. Eh bien, l'alignement des planètes… On rappelle, des taux bas, un euro qui recule, un pétrole pas cher. Exactement, c'est ça l'alignement des planètes. L'alignement des planètes, ça provoque la marée du siècle. C'est oui, ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu, absolument. On l'a eu, vous l'avez vu. Ouais. La marée du siècle, c'est 23% depuis le début de l'année. Mais sur ces 22 ou 23%, je dirais qu'il y a à peu près les 2/3 quand même qui ne sont pas liés à l'effet Draghi uniquement, qui sont liés à un effet qui est économiquement beaucoup plus favorable, un contexte économique beaucoup plus favorable sur la zone euro. Le FMI l'a rappelé encore ce matin, le chef économiste du FMI l'a rappelé encore ce matin. Ils ont revu à la hausse la croissance dans la zone euro. L'Espagne, par exemple, depuis qu'on s'est vu le 10 mars dernier, l'Espagne, la Banque d'Espagne, la Banque nationale, s'attend à une croissance de 2,8% en Espagne sur 2015. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des faits tangibles. L'économie va mieux, un peu partout dans la zone euro notamment. Oui. En France, on verra, mais ça va mieux. Et donc, c'est pour ça que les marchés financiers qui aiment anticiper gagnent du terrain. Exactement. Ils ont anticipé que les résultats des entreprises vont suivre cette amélioration économique globale. Mais cela dit, une fois qu'on a gagné 20%, on se dit c'est une très bonne année boursière déjà. On peut partir en vacances et puis regarder la suite. Effectivement, alors, mais pour un tiers, c'est le fait que le sentiment général est augmenté, le fait que les marchés, les investisseurs aient plus le moral, tout simplement. C'est le moral des investisseurs qui s'améliore, les gens sont prêts à prendre plus de risques et donc les multiples augmentent, ce qui veut dire que la bourse est un peu plus chère. Mais elle n'est pas plus chère de 23%, c'est ça que j'essaye d'expliquer, elle est plus chère plutôt de 7% à peu près. Donc il n'y a pas de bulle par rapport à la situation qu'on a vécue l'année dernière. Le mois dernier, vous avez dit 5500 à la fin de l'année. Vous êtes toujours sur cet horizon? Oui, il me semble que c'est effectivement un bon niveau. On va avoir un palier parce qu'en fait, comme je disais, une partie de la hausse est liée à l'anticipation des résultats des entreprises. Maintenant, il va falloir attendre que les entreprises publient leurs résultats et qu'on vérifie que les anticipations étaient bonnes, que les résultats sont en ligne avec les attentes qui sont très fortes vis-à-vis des entreprises. Qu'est-ce qu'on fait? De deux choses l'une, soit je suis dans le marché et j'hésite à rester, ou je n'y suis pas et j'hésite à rentrer. Alors, si on est dans le marché, effectivement, je pense qu'il va continuer à monter un petit peu. Donc, on se laisse porter. On peut se laisser porter encore un petit peu. On a notre prévision donc à 5005. Ça veut dire qu'on a encore un petit 4% à gagner d'ici la fin de l'année. Même si ce ne sera pas forcément en ligne droite. Il peut y avoir des petits pas forcément en ligne droite. C'est le principe de la bourse. Ouais. Il faut rappeler sans cesse qu'il y a ce qu'on appelle la volatilité. C'est-à-dire que la bourse bouge sans cesse. C'est le principe. Donc, on peut être pénalisé à certains moments et être gagnant à d'autres. C'est la contrepartie de la liquidité. Et alors donc, vous êtes venu quand même avec une idée.
Oui, pour ceux qui ne sont pas dans le marché, comment rentrer dans le marché aujourd'hui, sachant qu'il a déjà monté de 22%? C'est une vraie question que vous avez raison de poser. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plutôt sur des secteurs en particulier, c'est là où il y a le plus de potentiel, et non pas sur l'indice en général qui, lui, à mon avis, va atteindre une sorte de plafond de verre, en tout cas à court terme. Un des secteurs qu'on aime bien chez bienprévoir.fr, c'est le secteur automobile. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que quand vous regardez d'abord les fondamentaux, les ventes automobiles sont en plein rebond. En fait. Un secteur dont il faut rappeler qu'il a énormément souffert de la crise financière à partir de 2009. Et c'est logique parce que finalement, beaucoup des achats automobiles sont financés par du crédit. Et donc, qui dit moins de crédit, dit moins d'autos vendus. Et puis, un contexte de crise qui fait qu'on n'a pas envie de changer sa voiture. Exactement, vous avez raison de le rappeler. Je pense que ça explique en grande partie la hausse. C'est ce qu'on avait déjà vécu aux États-Unis avec le quantitative easing qu'ils ont mis en place, l'assouplissement monétaire. On avait vu la conséquence sur le redémarrage concomitant du marché automobile. C'était vraiment concomitant avec la politique monétaire de la Fed. Et là, on voit, il faut savoir que 75%, donc les 3/4 des ventes sont faites à crédit. Donc un crédit moins cher, c'est plus d'automobiles vendues. Plus d'automobiles vendues, c'est un coût d'une voiture donc, moins cher. On s'intéresse au secteur automobile, on le joue comment? On achète du Peugeot, du Renault, voilà, du Fiat, du Volkswagen? Nous, on a envie de jouer en fait les françaises pour jouer le recovery. On est à la fois sur des valeurs cycliques qui profitent donc de la reprise économique, le scénario qu'on a évoqué, et puis en même temps le scénario de recovery, c'est des sociétés, notamment Peugeot, qui ont d'énormes problèmes, mais qui ont mis en place qui ont fait des efforts importants à tout niveau, la direction, les salariés, pour restructurer la société. Et ils ont baissé les coûts de fabrication des voitures. Donc on a une amélioration du chiffre d'affaires par les ventes qui sont en hausse. Ouais. On a une diminution des dépenses. On a ce qu'on appelle un effet ciseau ultra favorable. On a des résultats qui sont attendus en forte hausse. Mais une action Peugeot qui a déjà gagné 70%. Alors c'est pour ça qu'on a envie de le jouer au travers un produit structuré. Alors c'est quoi un produit structuré? Un produit structuré, c'est un produit qui est émis par une banque. C'est une dette obligataire d'une banque, mais dont le coupon et le remboursement du capital dépendent d'un sous-jacent. Là, les sous-jacents qu'on a choisis, c'est justement ce secteur automobile Peugeot, Renault. Et avec des scénarios, des scénarios même, qui varient en fonction du parcours de ces actions. Donc en fait, vous nous avez apporté des graphiques, on va les découvrir ensemble. Je vous laisse les commenter. Alors, donc le premier, donc là, c'est premier scénario, c'est le scénario défavorable. Il faut avoir en tête que, effectivement, quand on fait un investissement, il y a une part de risque, nécessairement. Et il y a une contrepartie pour celui qui vous permet cet investissement. C'est comme ça que lui aussi fait un pari en sens inverse. Exactement. Donc là, c'est le cas où les actions, ou une des deux actions Peugeot-Renault baisse de plus de 45% par rapport au niveau actuel. Une des deux, hein. Une des deux. Pas forcément la moyenne des deux. La moyenne des deux, là on parle une des deux. Il suffit qu'une des deux baisse de plus de 45% et il y a une perte en capital. Qui équivaut en fait à la performance de cette action-là. Donc ça veut dire que c'est sur la durée, si au bout des 24 mois… Des 6 ans. Des 6 ans, à T24, d'accord. T24, oui, c'est 24 trimestres. 24 trimestres, pardon. Au bout des 6 ans, l'action Renault ou l'action Peugeot est sous les 45% par rapport au moment où on l'a acheté, eh bien on se retrouve avec le prix de cette action, et comme si on avait investi directement dans l'action Renault ou Peugeot. Effectivement. Deuxième graphique, si au bout des 6 ans, on est passé par des hauts et des bas, on a cassé ce plafond des 45%, mais qu'on est revenu quand même au-dessus, par exemple à 60%, on est en baisse, mais à 60%. Eh bien là, en fait, le produit au terme va distribuer tous les coupons. Les coupons sur ce produit sont de 10% par an. Donc il va verser 6 coupons de 10%, 60% de gains, alors même que l'action qui a le plus baissé a baissé de, par exemple, 40%. On est au-dessus de la barrière de protection. D'accord. Donc on va revenir à 100% à peu près dans le cas qui est sur ce graphique. On va avoir le remboursement du capital plus des coupons de 60%. On aura gagné. Donc, ah d'accord, donc 100 plus 62. 100 plus 62, plus précisément. Donc c'est pour ça d'ailleurs, c'est vraiment ce scénario-là qui nous fait dire que ce produit est intéressant. Parce qu'on voit que même s'il y avait une correction des actions, puisqu'on disait la bourse
peut être considéré comme cher pour certains. Bien, même en cas de baisse jusqu'à 45% d'une de deux actions, on est quand même protégé et on gagne 10% par an. Bon, en même temps, à horizon 6 ans, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Mais oui, mais nous, c'est ça ce risque en fait qu'on porte. Oui, sauf que on est quand même dans ce scénario de reprise. On a connu, comme vous l'avez dit, depuis la crise des subprimes, une chute des ventes automobiles. Il y a un rattrapage qui va durer quand même quelques trimestres et on va en profiter à travers ce produit. Troisième hypothèse. Alors, le troisième scénario, c'est le scénario favorable. Si à une date de constatation, les deux actions sont en hausse, le produit s'arrête, on est remboursé de son capital, plus 10% par année écoulée. D'accord. Mais on ne peut pas aller plus haut. Et on ne peut pas aller plus haut. Donc il y a un manque à gagner éventuel si l'action surperforme, si elle prend 200%, ouais. On n'ira pas gagner ces 200%. Exactement. Mais bon, c'est la contrepartie en effet du Mais risque par contre, on gagne à la baisse. Et puis on gagne si les actions ont corrigé malgré tout dans ce produit-là. C'est très clair. Merci Jonathan. Merci Thomas. À bientôt. Il n'y a pas que la bourse dans la vie, même si on est particulièrement attaché à ce type d'investissement. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Il y a aussi ceux qui veulent placer de l'argent de façon relativement sûre et à court terme. Oui, les épargnants ont été échaudés ces dernières années, mais finalement, même ceux qui ont repris confiance, on le voit aujourd'hui, la bourse bat des records, ce qui est un indicateur finalement de la confiance que peuvent avoir les investisseurs dans les marchés et dans les entreprises. Cependant, les personnes sont quand même échaudées, les investisseurs sont quand même échaudés et ont appris qu'il faut diversifier son patrimoine. Et une des manières de diversifier, c'est d'avoir des échéances courtes. Mais aujourd'hui, on n'a pas de solution. Oui, ou simplement parce qu'on a besoin de cash à court terme, on se dit dans 6 mois, voilà, et qu'on aimerait bien qu'il fasse des petits entre-temps. Tout à fait. Donc qu'est-ce que ça… Vous nous avez apporté aussi des graphiques. Voilà. Actuellement, les solutions, on va dire classiques, de placement à court terme, quelles sont-elles? On va refaire un petit peu le tour des solutions grand public qui existent. Donc on a le livret A qui aujourd'hui rapporte 1%, qui est plafonné, qui n'est pas fiscalisé. C'est là un des seuls avantages qui reste au livret A, surtout lorsqu'on va regarder un petit peu ce que procurent les livrets boostés, par exemple. Les livrets boostés, ce sont les livrets des banques que l'on retrouve encore aujourd'hui à concurrence de un certain nombre il y a une dizaine d'offres sur le marché. Ce sont des offres qui sont souvent sur lesquelles il y a des efforts de communication importants des banques. Au dernier pointage, on est sur une moyenne de 1,5% taux servi en réalité. Le taux servi en réalité, c'est celui qui est après la promotion. C'est-à-dire que vous avez une promotion à 3%, mais qui dure que 3 mois. 6 mois ou 3 après, mois. on tombe à 0,8% en moyenne, ce qui fait que sur un an, on est à peu près à 1,5%. Et l'année d'après, on est encore en dessous. Et après, on est encore en dessous. Et alors là, la problématique, c'est que la fiscalité est très lourde. On est sur la fiscalité de l'impôt sur le revenu. Donc, quelqu'un qui, par exemple, est à 30% d'impôt sera à peu près à 1% également. Il sera à peu près à 1%, donc assez proche du livret A. Donc, difficile de faire mieux que 1% sur ces placements court terme traditionnels. Voilà. D'où les astuces que vous apportez. Alors, il faut chercher des astuces dans ce cas-là. Donc là, si on écoute le cahier des charges de la plupart des investisseurs qui cherchent du court terme, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent d'une certaine manière la possibilité de sortir à court terme leur épargne, la possibilité éventuellement aussi de récupérer des revenus régulièrement, mais d'avoir également la garantie au capital. Alors, le beurre et l'argent du beurre. Alors, qu'est-ce que sont ces astuces? Alors, les astuces, on va en mettre une de côté assez rapidement parce qu'elle s'adresse vraiment à des gens qui peuvent avoir accès via des conseillers en gestion de patrimoine éventuellement aguerris à une partie du marché obligataire. On a vu tout à l'heure dans la partie précédente avec Jonathan que les taux étant extrêmement bas, aujourd'hui il y a très peu d'opportunités sur les marchés obligataires. La seule solution qui peut éventuellement ressortir, c'est d'aller chercher avec une petite main qui va vous aider, quelqu'un qui connaît le marché, de trouver des obligations décotées. Souvent d'entreprises. D'entreprises, éventuellement en allant chercher sur les marchés européens, pas en restant focalisé en France. Donc aller sur les marchés internationaux
internationaux. Et là, si on a la possibilité d'avoir un expert qui peut faire cette recherche-là, on peut trouver encore des opportunités très spécifiques. On a vu passer, par exemple, le mois dernier, une opportunité, on avait du 4, autour de 4%, 4-5% sur 2 ans sur une banque étrangère qui était tout à fait, qui était attractive et en même temps une banque solide. Bon, il y avait une opportunité, il faut la saisir, mais là, il faut avoir, on ne peut pas le faire, c'est pas accessible au grand public, et il faut être accompagné. D'où votre idée, une solution qui, là, pour le coup, est plus accessible. Voilà, la solution la plus accessible, finalement, sur laquelle de grandes compagnies d'assurance vie arrivent à collecter des montants importants d'épargne, mais qui reste une astuce quand même, malgré tout, méconnue au regard de l'ensemble du marché d'assurance vie en France. Il s'agit en fait d'aller sur un contrat d'assurance vie à participation aux bénéfices différés. Donc en fait, la compagnie va bloquer les revenus de l'épargne pendant 4 ou 8 ans. Mais ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir retirer avant ces 4 ou 8 ans des revenus. Sauf que les retraits vont se faire sur le capital. Et on va voir le dernier graphique qui explique ce mécanisme. Donc ça, vous nous dites, c'est garanti en capital, ça permet de servir du 3,5 à 4%. Alors, on va expliquer comment on arrive au 3 à 5 à 4%. En fait, c'est l'astuce dans l'astuce. Pour que ça fonctionne, pour avoir du 3,5 à 4%, il faut aller adosser ce contrat d'assurance vie à un fonds en euros qu'on appelle, nous, vitaminé, c'est-à-dire un fonds euro avec une poche action. On regarde du comportement des marchés cette année, il y a de fortes chances qu'on arrive là aussi à des performances très intéressantes en fin d'année. Et en fait, ce moteur va permettre de dégager des revenus autour de 3,5 à 4%, mais qui vont être, ces revenus, ils vont être bloqués dans le contrat d'assurance vie. Et c'est ça l'astuce en fait. Donc du coup, ils ne sont pas fiscalisés. Ils ne sont pas fiscalisés parce que quand vous retirez du capital de votre épargne, il n'y a pas de fiscalité. Même si c'est avant les 8 ans Même si c'est avant les 8 ans. Donc là, vous n'avez pas de fiscalité. Par contre, au bout des 8 ans, lorsque vous allez récupérer la main complète sur votre contrat d'assurance vie, là, en cas de retrait, vous serez dans la fiscalité habituelle de l'assurance vie, plus les prélèvements sociaux. Mais là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je peux piloter mon épargne à court terme avec un moteur, et cette astuce-là, avec le moteur, le fonds euro-vitaminé dans ce type de contrat d'assurance vie. Éventuellement, j'attends 1 an avant de voir ce que donne mon fonds euro-vitaminé, et l'année d'après, je serai en mesure de décider moi-même du niveau de retrait que je peux financer grâce à la performance passée, à la performance de l'année précédente, et ça sans fiscalité. Il y a quand même une condition, c'est qu'on ne peut pas le faire avec une enveloppe existante, il faut ouvrir un nouveau contrat. C'est un contrat spécifique qui n'est pas disponible chez tous les assureurs, il faut le trouver, et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce contrat, effectivement, il faut en ouvrir un nouveau, ça ne fonctionne pas sur le contrat classique, il faut ouvrir, mais maintenant, rien n'empêche les épargnants de cumuler les contrats d'assurance vie. Il n'y a pas d'interdiction de ce point de vue-là. C'est très clair. Merci Vincent. Avec plaisir. À bientôt. Que faire en bourse quand les marchés ont beaucoup monté, beaucoup progressé? On le rappelle, plus de 20% de progression pour l'indice CAC depuis le début de l'année. Shagir, bonjour. Bonjour. Shagir Manji, vous êtes gérant chez As Gestion et vous pilotez ce fonds minéral patrimoine pour bien prévoir. On va commencer par rappeler la philosophie de ce fonds minéral. Alors effectivement, je gère le fonds minéral patrimoine pour bienprévoir.fr. C'est un fonds qui est un fonds flexible, 0,100 en action, 0,100 en taux, donc totalement flexible. Donc on peut être 100% action ou 100% taux ou un mix des deux. Voilà, tout à fait. Et en dominante zone euro quand même, on a un risque de change qui est limité à 50%. D'accord. Quelle est cette proportion? Où est-ce que vous avez placé le curseur actuellement? Alors justement, depuis le début de l'année, nous sommes allés jusqu'à 60% en actions, dont environ un quart des actions plutôt la zone US, donc sur les 60%. Et depuis quelques jours, nous avons allégé sensiblement nos positions. Nous sommes actuellement à 40% exposés en actions, uniquement sur la zone euro. Nous avons entièrement vendu notre position sur les États-Unis.
La raison, c'est que les publications de résultats commencent justement ce soir. Donc nous voulions passer cette étape avant de rester de nouveau investir sur cette classe d'actifs. Il n'y a pas de poche de cash. Hein. Alors, il y a obligations ou actions, forcément. Tout à fait. Alors, sur le reste, ce sont des obligations. Nous avons, par exemple, une partie non négligeable de nos actifs aujourd'hui sur le segment des obligations dit high yield, donc les obligations moins bien notées, mais qui sont très intéressantes actuellement dans la zone euro. Plus de rendement. Donc, nous avons bénéficié d'une détente des spreads non négligeable depuis le début de l'année. Et puis ensuite, nous avons d'autres stratégies, comme des stratégies de performance absolue. Et un petit peu de cash quand même. Aujourd'hui, à très court terme, nous avons 15% de cash dans le portefeuille. Ça veut dire que vous investissez à travers d'autres fonds également? Alors effectivement, ce n'est qu'un fonds de fonds. On n'investit jamais en ligne directe. Vous n'achetez pas les actions IBM ou Apple en direct, vous passez par d'autres que des fonds. Tout à fait. Quelle est votre analyse de cette situation macroéconomique? Vous venez de le dire, il y a un virage à prendre là, ce sont les résultats trimestriels américains. Qu'est-ce que vous analysez? Qu'est-ce qui est important à vos yeux? Alors, je crois que véritablement, il faut faire la distinction entre la zone euro et les États-Unis. Disons, il faut faire la distinction entre les pays les plus avancés dans le cycle économique et ceux qui sont les plus retardés. On voit bien depuis le début de l'année, zone euro, Japon, 20 à 24% de performance positive, États-Unis, Royaume-Uni, entre 0 et 5% de performance. Donc déjà, il est clair qu'aujourd'hui, ce sont les pays qui sont en retard dans le cycle où il faut être investi. Deuxième élément, c'est évidemment la grande perturbation à venir, c'est la nouvelle politique de la Fed avec la remontée des taux d'intérêt. Ça, vous voyez ça à quel horizon, vous? Alors, que ce soit, à la limite, le calendrier a peu d'importance aujourd'hui, que ce soit en juin ou en décembre, elle est inéluctable. Donc, attention, il va y avoir de la perturbation. La raison est simple, c'est que la Fed, à mon avis, a pris un peu de retard dans l'évolution du cycle économique. Je pense qu'elle a pris du retard dans la remontée des taux. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir une contagion sur les taux européens. Compte tenu du contexte européen, dans un premier temps, je ne crains pas qui continue à arroser le marché. Donc, je ne crains pas la remontée des taux européens. Cela dit, il faudra quand même être attentif sur la vigueur de la croissance économique dans la zone euro, la reprise de l'inflation et éventuellement la remontée des prix du pétrole. Et dans ce cas-là, la question va de nouveau se poser sur l'attitude de Mario Draghi, à savoir est-ce qu'il va ou pas continuer le quantitative easing qui est promis jusqu'à septembre 2016. Sur tous ces points, si on rentre dans le détail, la vigueur de la reprise dans la zone euro, vous êtes plutôt confiant? Alors, elle est précoce, elle est assez forte, il y a une accélération, les PMI sont vraiment remontés à un niveau, par exemple... Les indices des directeurs d'achat, voilà, indicateurs avancés. Hein. Voilà, donc pour vous donner un chiffre, on est à 54, la barre des 50, c'est l'accélération ou la décélération, on est à 54, donc on voit bien qu'en fin d'année, on peut être dans une zone euro entre une croissance économique entre 1,5 et 2% pour la zone euro dans la globalité. C'est quand même quelque chose d'assez fort et proche du potentiel économique. Et dans ce cas-là, on va commencer à se préoccuper un peu de tensions inflationnistes par rapport à ce que nous avons connu en 2014. Mais enfin, le pire est derrière nous sur ce sujet du risque de déflation, c'est ça que vous dites? Hein. Exactement. Le plus bas, vraiment là, les risques déflationnistes sont vraiment derrière nous. Bon, c'est plutôt l'inflation qu'il faudra regarder parce qu'on a des effets de base. C'est un problème de riche presque. Là, oui, c'est un problème de riche, mais la remontée des taux peut perturber les marchés boursiers parce que les PER, c'est vrai, sont quand même très tendus aujourd'hui. Et alors donc justement, vos arbitrages, ils reflètent ça, cette évolution peut-être des taux pour essayer de capter un peu les taux? C'est un peu tôt, c'est plutôt la fin de l'année. Dans l'immédiat, c'est plus la préoccupation du marché américain. C'est vraiment l'éventuelle correction du marché américain et quel impact elle aurait sur les marchés européens. C'est ça le court terme. Comment est-ce qu'on vit cette période quand on est gérant au quotidien, qu'on a vu une accélération de plus de 20% depuis le début de l'année? On se dit, oula, il faut que je me mette à l'abri ou je continue? Dans un fonds flexible, notre rôle, c'est également de gérer le risque. Justement, sur un fonds comme celui-ci, il ne faut pas oublier que la volatilité est un élément très important. Et justement, depuis la création du fonds, la volatilité de ce fonds reste très maîtrisée. Elle est de l'ordre de 5%. Alors, la volatilité, c'est les écarts entre les plus hauts et les plus bas. Hein. Exactement. Quand les marchés actions sont autour de 15%. Donc on voit bien que le niveau de risque de ce fonds est très modéré et très maîtrisé.
Et ça, en général, ça se fait au contrepartie, au détriment de la performance. Alors, ça se fait un petit peu au détriment de la performance et ça se fait aussi au détriment d'actifs très volatiles sur lesquels on ne va pas toujours. On a été légèrement sur le dollar depuis le début de l'année, mais on n'a pas été d'une façon très agressive pour ne pas justement avoir cette volatilité si jamais on se trompait sur les évolutions. Donc vous avez moins profité de ce renforcement, ce renchérissement du dollar. Voilà, mais on reste dans quelque chose de maîtrisé sur ce fonds-là. Et ça nous amène aux performances donc de Mineral. Tout à fait. Alors depuis la création du fonds le 15 décembre 2014, nous sommes à 11,88 de performance. Et depuis le début de l'année, nous sommes à 8,88 de performance. Bon, et ben voilà. Vous reviendrez nous en parler dans 3 mois. On fera des points réguliers ensemble. Très bien. Merci Chaguir. Merci. À bientôt.